Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre journal sur TN TV. Ravi de vous retrouver en ce samedi 2 août. Voici tout de suite les titres de ce soir. La liaison aérienne vers Maupiti est compliquée, dépendant des aléas climatiques. Air Tahiti indique perdre 280 millions de francs par an et demande l'aide du gouvernement. Soutien financier à la compagnie ou allongement de la piste, l'exécutif compte se pencher sur les différentes options pour que l'île très prisée des touristes soit desservie le mieux possible. Retour sur le Heivairaro Matai, l'arrivée de Hokulea, les inondations à Papara, le projet de réforme des allocations, de décentralisation et le remaniement gouvernemental. Dans quelques minutes, ce sera la rétro de l'actualité de la semaine. Pour revenir sur cette riche actualité, la commenter et la préciser, le président de la Polynésie française, Moetai Broderson, est notre invité de ce soir. Ambiance festive et populaire à Punauia pour la 6e édition du Nu'uroa Fest. Près d'1 millier de spectateurs ont assisté aujourd'hui aux prestations gratuites de groupes de danse et de chants non primés du Heiva. Un succès grandissant pour ce rendez-vous culturel désormais incontournable. Maupiti, une perle touristique des îles sous le vent dont la desserte aérienne est conditionnée par la météo. Annonçant 280 millions de francs de pertes annuelles, Air Tahiti demande une solution, une aide du pays ou un allongement de la piste. Le gouvernement se penche sur les options. Un sujet de Thomas Chabrol et Tauhiti Tauniamoussan. Maupiti, joyau des îles sous le vent, perdra-t-elle sa liaison aérienne régulière? Air Tahiti évoque des pertes considérables sur cette ligne, 280 millions de francs par an. Une situation qui relance un vieux débat, que faire de la piste trop courte de l'île? Le directeur général de Air Tahiti m'en a touché deux mots, de retirer la ligne ou de réduire le nombre de vols sur Maupiti. Aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est que nous voulons que l'ATR 42 puisse atterrir et décoller en tout temps. Il n'y a pas d'autre choix que de rallonger cette piste d'aviation. Maupiti ne souffre pas d'un déficit de fréquentation, au contraire, mais d'infrastructures. En cas de pluie, 12% des vols sont annulés chaque année. Et lorsque la météo est favorable, seuls les ATR 42 peuvent s'y poser, mais avec un nombre limité de passagers. Une trentaine sur les 48 places disponibles à bord. Si le Tavana milite pour un rallongement de la piste sur le lagon, le gouvernement, lui, temporise. Du coup, on a lancé une étude de faisabilité pour nous informer sur le coût que cela occasionnerait de prolonger la piste. Et on pense que ça va se chiffrer en plusieurs milliards. Et également sur l'impact environnemental. L'autre piste serait de passer la ligne aérienne en délégation de service public. Air Tahiti devra dans ce cas négocier cette subvention octroyée par le pays, comme c'est déjà le cas pour d'autres îles éloignées. Une négociation qui doit s'appuyer sur des chiffres fiables. Ce qu'on demande en fait à Air Tahiti, c'est de nous fournir des données qui soient vérifiées par un tiers, pour être sûr qu'il s'agit en fait des bons chiffres et qu'on puisse intégrer ces derniers dans la conception de la nouvelle délégation de service public qu'on compte lancer du coup en milieu de l'année prochaine. L'avenir aérien de Maupiti reste suspendu à une équation délicate, à la fois économique, politique et environnementale. Une autre alternative se développe en parallèle, la desserte maritime. La Petai Express assure une liaison régulière depuis près d'1 an. Pour en parler, le président de la Polynésie française, Moetai Broderson, est avec nous ce soir. Bonsoir, Monsieur le Président. Alors, on l'a vu dans le sujet, Air Tahiti demande l'aide du pays pour pouvoir continuer de desservir Maupiti. Votre ministre a dit qu'il faut vérifier les pertes chiffrées. Alors, mise en place d'une aide financière aux travaux colossaux, vous êtes en charge du tourisme. Comment améliorer les choses? Écoutez, d'abord, c'est un problème qui se pose depuis finalement que la piste de Maupiti est ouverte et que nous la desservons avec des ATR 42. Ça a été très bien résumé dans votre sujet. Hein. Les options, elles ne sont pas nombreuses. Soit il faut rallonger la piste, c'est plusieurs milliards, et c'est un impact sur l'environnement, le lagon magnifique de Maupiti qu'il ne faut pas négliger. Ou alors donc d'intégrer cette ligne dans l'ensemble des lignes qui sont sur la DSP, parce qu'aujourd'hui elle est dans la partie concurrentielle. Ce sont les deux options qui sont à l'étude en ce moment. Je vous propose donc à présent de regarder le recap de l'actualité de la semaine et on se retrouve dans quelques instants pour répondre à d'autres questions.
Mais avant, nous vous en parlions, le 14 juillet, un voilier en provenance du Mexique avait été intercepté à Nukuhiva avec de la drogue à son bord. Une première inspection avait permis de découvrir près d'1 tonne de stupéfiants. Après expertise complète menée à Papeete, les chiffres officiels viennent de tomber. 1,9 tonnes de cocaïne et de méthamphétamine, 11 armes de poing étaient également dissimulées dans la structure du navire. La valeur de la revente de la marchandise saisie est estimée à près de 40 milliards de francs. Il s'agit de la plus importante saisie jamais réalisée en Polynésie. Culture, météo, politique, la semaine a été dense au Whenua. Le Heiva Iraromatei a signé son grand retour, tout comme la légendaire pirogue Hokulea accueillie à Tautira. À Papara, les pluies ont causé des inondations, tandis qu'un séisme en Russie a inquiété les marquises. Côté politique, nouvelle nomination au gouvernement, réforme sociale et plan de décentralisation. C'est le récap de la semaine avec Nicolas Pérez et Jeanne Tino-Roy. Côté culture, et après 6 ans d'absence, le Heiva Iraromatei fait à nouveau résonner chants et danses traditionnelles. Une nouvelle édition qui s'est ouverte dimanche dernier avec des délégations venues des 4 coins du Pacifique. Autre moment culturel fort, celui de l'arrivée d'Hokulea à Tautira. Plus d'1 millier de participants se sont joints à l'accueil de la pirogue double hawaïenne. Côté météo, la pluie s'est abattue en début de semaine sur la côte ouest de Tahiti. Des administrés de la commune de Papara ont été particulièrement touchés par la crue des rivières provoquée, encore une fois, par l'accumulation de déchets. Seuls des dégâts matériels sont à déplorer. Dans le même temps, la terre a tremblé en Russie orientale, provoquant une alerte tsunami dans le Pacifique. Les prévisions annonçaient des vagues pouvant atteindre les 2,20 m sur les marquises, mais l'archipel a finalement été épargné. Au niveau du gouvernement, la semaine a également été intense. Le pays souhaite harmoniser les allocations familiales maternité et parentales en fonction des revenus. Le CESEC, qui a voté favorablement, demande néanmoins au gouvernement à clarifier certains points de financement. Le même jour, le pays annonçait son plan de décentralisation de l'administration polynésienne. À terme, des services et ministères du pays doivent progressivement s'installer hors de Papeete, notamment à la presqu'île. Un projet pour décongestionner la zone urbaine prévue sur 12 ans. Enfin, le gouvernement Brotherson nomme Keinu Te Maori comme ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Prévention contre la délinquance en charge de l'artisanat, en remplacement de Nahema Temari. Dans la lutte contre... Monsieur le Président, un projet de refonte des aides prénatales de maternité et familiale est passé cette semaine dans les mains du CESEC. Le CESEC qui considère que les familles monoparentales sont lésées et lui propose donc de cibler les aides selon les configurations familiales. Est-ce que c'est envisageable selon vous ? Tout est envisageable, tout est étudiable. Après le CESEC, ça passera à l'Assemblée, donc il y aura encore des discussions. Maintenant, je veux rappeler, contrairement à certains articles complètement hallucinants que j'ai pu lire chez vos confrères de la colline d'en face, que la plupart des ménages en fait vont voir leur situation soit demeurer identique, soit s'améliorer. Donc pour 84% des ménages, cette réforme se traduit soit par un maintien de leur situation actuelle, soit par une amélioration. Donc il ne faut pas non plus crier au loup. On va revenir également sur cette annonce en début de semaine, un plan de décentralisation qui consiste à déconcentrer donc l'activité de Papeete vers la presqu'île notamment. Un projet sur 12 ans. Entre-temps, 2 élections territoriales seront tenues. Est-ce que donc c'est vraiment faisable ? Tout est faisable, vous savez, le nombre de programmes qui s'étendent au-delà d'un mandat, c'est pas nouveau, c'est pas une nouveauté. On ne peut pas envisager de déménager 1500 à terme agents de l'administration, de construire 3 centres administratifs en moins de temps que cela. Et comment comptez-vous obliger les fonctionnaires à changer de lieu de travail, à aller travailler à la presqu'île, alors que pour certains, ils habitent en zone urbaine ? Alors ce travail a été fait de manière très sérieuse par Jean Dichan, qui n'est pas quelqu'un qui mène ses dossiers à la légère. C'est parti d'abord d'une consultation des chefs de service, d'une consultation des ministres, et par une enquête qui a été menée auprès de nos fonctionnaires. Une enquête très détaillée dans laquelle on leur demandait à la fois où ils habitent aujourd'hui, s'ils ont des terrains ailleurs que dans la zone où ils habitent, où sont scolarisés leurs enfants. Tout ça a été étudié de manière très fine. Maintenant, il ne s'agit pas d'obliger qui que ce soit. Il s'agit, dans un premier temps, de faire ça sur la base du volontariat.
Je vous donne un exemple. Si vous habitez Travor et que tous les matins vous vous levez à 3h30 pour venir travailler à Papeete et que demain je vous propose de travailler à Travor, à mon avis, vous me dites oui. Chez nos confrères de Radio 1, TRI Alpha salue la vision portée de ce projet, mais il soutient l'idée d'un nouvel hôpital face à l'augmentation de la population. Vous parlez d'une clinique, pourquoi ce choix? Parce que c'est très simple, un nouvel hôpital c'est 40 milliards. Nous n'avons pas 40 milliards à consacrer à un nouvel hôpital dans le sud, alors qu'une solution mixte avec donc, une amélioration des infrastructures publiques existantes complétée par une clinique offre le même niveau de service, sinon un niveau de service meilleur, avec la possibilité d'avoir de vraies urgences à Travor notamment, avec zéro investissement public. Ok, autre sujet à présent, on sait que vous et vos ministres êtes en séminaire en ce moment, sans portable à huis clos depuis hier. Pour parler donc d'action gouvernementale, vous pouvez nous en dire plus à propos de ce séminaire? Oui, c'est un séminaire à 4 mois finalement de la mi-mandature, puisque en novembre on sera à la mi-mandature. Donc il nous a semblé important de faire un bilan déjà de ce qui a été mis en œuvre, de toutes les mesures qui ont été prises, d'en évaluer peut-être les faiblesses ou les éléments qui peuvent être corrigés, pour être améliorés, et puis de se projeter. Je pense que c'est le moment de se demander s'il n'y a pas de nouvelles priorités au global, qui sont transverses, qui doivent être partagées par l'ensemble des ministères, qu'il faut inscrire sur notre horizon politique. Et justement, vous venez de procéder à un nouveau remaniement cette semaine, le 4e en 2 ans. Est-ce que cette fois, c'est la bonne Dream Team, si l'on reprend vos mots? Alors écoutez, si vous regardez le nombre de nouveaux ministres, il n'y en a eu que 2, finalement. Si on compte Warren, ça fait 3, puisque il était déjà dans l'équipe du précédent ministre, tout comme Kainou était déjà dans l'équipe de la précédente ministre. C'est la vie politique qui veut ça, c'est aussi la vie des gens. Sur les ministres qui sont partis du gouvernement, il y en a certains que j'ai mis de côté. Ce n'est pas le cas pour Nahima Temari qui a fait ce choix. Donc si on revient sur les propos de Nahima Temari, elle a renoncé à ses fonctions parce qu'elle est mère de famille. Mais est-ce que cela veut dire qu'il est difficile d'assumer des responsabilités lorsqu'on est une femme? C'est un état de fait que je déplore, que j'ai déjà déploré au moment où j'ai constitué mon premier gouvernement, puisque mon objectif c'était d'arriver à la parité. Et malheureusement, nombre des femmes, pourtant talentueuses, pourtant intelligentes, que j'ai contactées ont décliné en m'expliquant que la société telle qu'elle est conçue aujourd'hui ne favorise pas l'engagement politique d'une femme. L'actualité, c'est aussi le fléau des drogues. La lutte contre l'AIDS est l'un de vos chevaux de bataille. Mais on constate aussi de plus en plus de cocaïne au Fénois. Une étude vient de révéler que l'expérimentation de la cocaïne en Polynésie est 2 fois supérieure à l'Hexagone. Que peut faire le pays sinon de la prévention? Il y a cette répartition des compétences qu'il faut respecter. Tout ce qui est d'ordre régalien, la sécurité, la police, la gendarmerie, ce n'est pas nous. Donc ce n'est pas nous qui poursuivons les dealers, ce n'est pas nous qui les mettons en prison. L'État a son rôle à jouer. J'estime aujourd'hui, et je le dis publiquement, que je ne pense pas que l'État fasse suffisamment en la matière. Et c'est loin s'en faut. Donc nous avons inscrit au précédent budget primitif 250 millions que nous allons utiliser sur cette année. S'il faut déborder sur les compétences de l'État, on le fera, mais en soulignant que l'État est défaillant. On va partir sur un sujet où il y a eu beaucoup de débats. Le gouvernement a pris un arrêté le 23 juillet pour bloquer l'importation du matériel Starlink, alors que c'est très abordable, très efficace et que ça mettrait un terme à l'isolement numérique dans les îles, justement. Est-ce qu'il s'agit juste de protéger les opérateurs locaux, selon vous, qui ne peuvent pas rivaliser? Alors c'est aussi très illégal d'utiliser Starlink, donc on ne peut pas décemment laisser entrer ce type de matériel pour l'instant. Ce qui ne veut pas dire qu'on est opposé à ces solutions de satellites basse orbite. Simplement, nous l'avons dit depuis le début, Starlink n'est pas la seule option, et elle n'est surtout pas l'option, je dirais, que nous privilégions parce qu'elle est destructrice pour l'économie locale. Et je ne parle pas simplement de l'opérateur historique, qu'on connaît tous, je parle de tous nos opérateurs. Vous avez aujourd'hui près de 3000 familles qui travaillent dans l'ensemble des opérateurs, que ce soit ceux du privé complètement ou ceux qui sont liés à l'OPT. Si demain, nous laissons entrer Starlink sur l'intégralité du territoire, qu'on soit clair, c'est la disparition de l'ensemble de nos opérateurs. Et un mot peut-être sur la Nouvelle-Calédonie. L'accord qualifié d'historique sur l'avenir du Caillou est au bord du naufrage. Qu'est-ce que ça vous inspire? Moi, je l'ai dit depuis le début, sur l'analyse
de ce projet d'accord pour la Calédonie, c'est un débat calédonien. C'est aux Calédoniens de se proposer, de se prononcer, pardon, et c'est ce qu'ils font en ce moment avec des avis très tranchés hein, sur la question. Ce n'est pas à nous d'aller expliquer aux Calédoniens si cet accord est bon pour eux ou pas. En revanche, ce que j'ai fait dès que ce projet a été diffusé, je l'ai lu avec mes juristes pour voir s'il y avait des parties qui pouvaient être intéressantes pour nous. Ça, oui, ça c'est mon rôle. Merci, Monsieur le Président, d'avoir été avec nous ce soir, d'avoir accepté notre invitation. Maruru. Maruru. Près d'1 millier de personnes ont investi aujourd'hui les jardins du musée de Tahiti et des îles pour le Nu'uroa Fest, un festival gratuit, festif et familial qui prolonge l'esprit du Heiva en mettant à l'honneur des groupes de danse et de chant non primés. Sur scène comme dans le public, le mot d'ordre est clair, célébrer et transmettre la culture sans compétition. Nos journalistes Nicolas Pérez et Jeanne Tinorua y étaient. Après 6 ans d'édition, le Nu'uroa Fest ne faiblit pas en intensité. Si les groupes de chants et danses sélectionnés terminent leur marathon culturel, le public apprécie l'événement pour son côté populaire. On a la chance de voir des prestations gratuites. À l'inverse du Heiva, quand on va à Touata, il faut d'abord avoir des places et ensuite payer la place. Cette opportunité, notamment pour les touristes, de pouvoir voir la culture polynésienne et puis ce côté gratuit, d'être là et d'être, voilà, ce côté festif. C'est vrai, c'est une très belle idée en fait. Avec une capacité maximale de 800 spectateurs, le Nu'uroa Fest est victime de son succès. Objectif atteint, malheureusement il y a des gens qui n'ont pas pu avoir de billets, mais le site permet qu'ils peuvent quand même profiter des spectacles et des chants, même de l'extérieur. Mais bon voilà, si on peut augmenter la jauge, on l'augmentera. Ici, pas de classement, tous les groupes ont leur place. Ça, c'est vraiment la genèse de l'événement, de permettre aux groupes non primés de se remettre en scène. Nous, on ne vient pas pour le prix. Hein. Bon, c'est l'idéal, mais on vient aussi pour partager et de se dire qu'on a un apprentissage et qu'on a cette transmission qu'on doit transmettre à nous, aux enfants. Un Heiva Tahiti hors les murs qui, à n'en pas douter, a su, en quelques années, souffler des airs de festivité d'antan. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, retrouvez votre émission Waves spéciale Roxy Vahine Cup, suivie de la finale de Pékin Express, la route des tribus légendaires. Je vous souhaite une agréable soirée sur TNTV et vous donne rendez-vous demain dès 18h30. On se quitte sur ces images du mini Heiva dans un hôtel bien connu de Faa'a. Ito uaru